Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ma profession et de mon cursus et de ma carrière. Je suis entrepreneur depuis 2007. J'ai créé différentes entreprises au fur et à mesure des années. Je me suis arrêtée et puis j'ai travaillé en entreprise ou plutôt dans des organisations internationales comme spécialiste en communication, comme experte en communication et je suis toujours experte en communication en tant que consultante pour des organisations internationales. En tant qu'entrepreneur aujourd'hui, j'ai deux activités principales qui sont une maison d'édition digitale. Donc, c'est une maison d'édition entièrement digitalisée comme une application. Et puis également, j'ai un cabinet de conseil qui sert et qui s'occupe, qui travaille avec les femmes entrepreneurs d'Afrique du centre et de l'Ouest. Voilà un peu en quelques mots mon cursus et mon parcours professionnel. Je suis camerounaise d'origine et je vis en Tunisie depuis, je dirais, 13 ans, depuis à peu près 13 ans. Donc voilà, je ne pense pas, je ne sais pas si il y a un moyen de se présenter, que tout le monde puisse se présenter, mais si c'est pas possible, c'est pas grave. Je vais laisser un peu de temps à la fin pour tous ceux et celles qui veulent poser des questions. Je pense que vous pouvez le faire. Je vois un chat box et nous pourrons le faire dans le box de dialogue qu'il y a là sur nos écrans. Alors, là, je me suis présentée, je suis entrepreneur, comme je disais, et je suis aussi spécialiste en communication. Je travaille particulièrement avec les femmes entrepreneurs d'Afrique du Centre et de l'Ouest. Les objectifs de ce webinaire, ou de ce petit atelier, l'objectif principal, c'est de donner à vous tous qui êtes là des pistes de réflexion ou des clés pour pouvoir démarrer ou pour pouvoir sortir hors du lot lorsqu'on est femme, lorsqu'on est entrepreneur et lorsqu'on travaille en Afrique. Comment sortir du lot? Alors, le titre de cette rencontre, c'est Femmes africaines et entrepreneuriat. Sur quel levier peut-on jouer pour sortir du lot? Et nous avons à peu près 1 heure et demie, je pense, presque 2 heures pour discuter de ce sujet-là. Donc, je vais parler, je vais des fois m'arrêter pour poser des questions pour être sûr que vous avez bien compris et que vous m'avez bien entendu. Mais ce que je veux surtout, c'est qu'il y ait un échange, que vous puissiez poser vos questions et que je puisse y apporter des réponses du mieux que je peux. Voilà. Pourquoi un atelier? La première question qui revient souvent, c'est pourquoi un atelier spécifique sur l'entrepreneuriat féminin? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, pourquoi je n'ai pas fait par exemple un atelier ou un webinaire général, un peu plus général pour les hommes et pour les femmes? La raison est bien simple. Je pense que vous avez pu vous rendre compte, ou vous pouvez vous rendre compte, surtout si vous êtes entrepreneur et que des informations, vous communiquez vous communiquez sur vos entreprises et vous cherchez des informations. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneuriat féminin. Il y a énormément d'initiatives qui sont faites, ou alors on a l'impression qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont créées, même si elles ne sont pas encore suffisantes, et qui ciblent l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat féminin en Afrique. La raison pour laquelle cela est fait, c'est que l'entrepreneur féminin, au-delà d'être un enjeu individuel pour chaque femme qui se lance pour une raison X ou Y, est surtout un enjeu économique au niveau régional et au niveau continental. L'entrepreneuriat féminin est un levier puissant de développement économique pour le continent africain.
ce sont de la banque, d'organisations comme la Banque mondiale qui nous le disent. Ce qui est dit et ce que les recherches nous montrent, c'est que l'Afrique est vraiment en avance sur le reste du monde lorsqu'on parle de femmes entrepreneurs. Les femmes en Afrique sont plus susceptibles qu'ailleurs dans le monde de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et dans notre continent, elles sont, selon la Banque mondiale, 58% de femmes qui sont en âge de travailler, qui sont à leur propre compte. Et c'est un chiffre énorme. Et en Afrique subsaharienne, même si ce chiffre est élevé, on se rend compte que malgré voilà, ces chiffres-là, les bénéfices qu'elles tirent de leurs entreprises sont moindres que les entreprises qui sont dirigées par les hommes. Donc, il y a un potentiel énorme de leadership d'entrepreneuriat féminin, qu'il y a une place à prendre pour le continent et pour l'Afrique à ce niveau-là. Et je ne suis même pas sûre qu'on se rende compte, que la plupart d'entre nous se rendent compte à quel point ce potentiel est énorme et à quel point c'est le moment de vraiment se lancer dedans et de vraiment profiter de cet espace qui est laissé pour la prospérité, non seulement celle du continent, mais aussi la prospérité de chacun de nos pays et de chacune de nos communautés. Je pense que si nous réussissons à mettre les entreprises créées par des femmes et les entreprises qui ont à leur tête des femmes, et si nous les mettons à égalité avec les entreprises qui sont gérées par les hommes, si on favorise leur croissance, je pense que les économies africaines feront un bond je ne sais pas combien un bond en avant en très peu de temps. Donc, l'autonomisation des femmes et le renforcement de leur capacité, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, est tout simplement ça s'appelle smart economy. C'est une manière très intelligente de voir l'économie et de pratiquer l'économie. Et surtout dans le monde capitaliste dans lequel nous nous trouvons, pour moi, personnellement, je ne comprends pas encore qu'il n'y ait pas plus d'initiatives de chacun de nos pays africains envers l'entrepreneuriat féminin, parce que c'est vraiment l'une des solutions pour pouvoir aller de l'avant pour nous tous. Donc, pour moi, si on encourage ces entreprises qui sont gérées par les femmes, on encourage le développement national, régional et continental. Et alors, vous allez me demander, vous allez me dire, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne opportunité de développement, mais pourquoi ce n'est pas fait? Quels sont les principaux obstacles, euh, les principaux obstacles à, ce, à cet entrepreneuriat féminin? Donc, je ne vais pas parler au niveau de la gouvernance, je ne vais pas parler au niveau de tout ce qui est fait politiquement pour encourager l'entrepreneuriat des femmes, tout simplement parce que c'est trop vaste comme sujet, nous n'aurons pas suffisamment de temps et surtout parce que ici, aujourd'hui, je vais essayer de donner des pistes bien concrètes pour toutes les personnes qui se lancent, pour toutes ces femmes qui se lancent ou qui veulent se lancer, ou des femmes qui se sont déjà lancées et qui ne comprennent pas la raison pour laquelle leur entreprise n'avance pas. Alors, les principaux obstacles, les principales barrières à l'entrepreneuriat féminin, je généralise bien sûr, dans le continent, il y a d'abord des barrières sociales. Parmi les barrières sociales, il y a par exemple le partage inégal des charges. Ça, on le sait, c'est des choses que nous vivons. Chez nous, en Afrique en général, la femme, elle a non seulement une charge à la maison, des charges à la maison, en plus de ses charges professionnelles ou de ses charges en entreprise. Donc, c'est juste le basique, le B à bas. Il n'y a que 24 heures dans la journée. Si une femme doit s'occuper non seulement de son foyer à la maison et aussi non seulement de son entreprise ou de son travail, elle part déjà avec à des avantages. Parce que quand on se lance, je pense que les entrepreneurs parmi nous le savent, on se donne à 100%, parfois surtout au début, on y passe des heures et des heures et des heures, plus que lorsqu'on est salarié par exemple. Et si
à côté, on ne peut pas, à côté, on n'est pas vraiment soutenu à la maison, ben, l'entreprise avance moins rapidement, on va dire. Il y a aussi ce qu'on appelle comme barrière, ce qu'on appelle la ségrégation sectorielle. La ségrégation sectorielle, c'est que beaucoup de femmes, pour une raison ou pour des raisons dont nous allons parler, que je vais expliquer, se lancent dans des secteurs qui sont peut-être un peu moins porteurs ou des secteurs qui sont moins rentables, on va dire. Donc, en plus de cette charge à la maison qu'elles ont, qui limite leur temps de performance au niveau de leur entreprise, il y a la ségrégation sectorielle qui fait que souvent elles sont dans des secteurs qui sont moins porteurs et qui rapportent moins de bénéfices, donc qui sont moins rentables. Donc, en tant que dans le cabinet de consulting, dans lequel je travaille avec mes collaborateurs. Et on a par exemple une liste, on a fait un appel aux femmes entrepreneurs d'Afrique du Centre et de l'Ouest il y a peut-être un an de ça, pour une pitch competition, pour une compétition, pour qu'elles puissent présenter leurs projets, etc. Et la plupart des projets ou la plupart des femmes qui nous ont présenté leurs projets, qui sont venues vers nous, qui ont répondu à notre appel, étaient dans des domaines vraiment très classiques, étaient dans des domaines vraiment très, je dirais, un peu basiques, qu'on voit tout le temps. Elles étaient dans l'art, elles étaient des artisans, elles étaient dans l'agriculture, elles étaient dans le textile et elles étaient dans la coiffure. Donc, elles étaient dans ce genre de domaines qui sont certes très utiles et qu'il ne faut pas négliger, mais elles étaient aussi elles étaient dans ces domaines-là, et Dieu sait que il y a des domaines qui sont encore plus porteurs dans lesquels elles peuvent être. Donc, nous avons eu très peu de femmes dans la fintech, par exemple. Nous avons eu moins de femmes dans le numérique, dans tout ce qui est numérique digital. Nous avons eu moins de femmes, pas beaucoup de femmes dans tout ce qui est construction, alors qu'on sait que souvent dans la construction, ce sont des secteurs qui sont un peu plus rentables. Donc, cette barrière sociale, ces barrières sociales, les deux que je viens de mentionner, sont vraiment des freins, font partie des freins au développement au développement de l'entrepreneuriat féminin. Alors, du coup, ce que ça fait, c'est que quand on a par exemple des projets qui s'ouvrent, quand on a par exemple des bailleurs de fonds, quand on a des banques, quand on a des investisseurs qui viennent dans un pays, que ce soit des investisseurs au niveau national ou des investisseurs étrangers, et qui disent, OK, nous avons tant de milliers de francs CFA ou tant d'argent à donner à l'entrepreneuriat féminin, et nous voulons favoriser les femmes qui sont, ces femmes qui sont dans des industries de pointe. C'est triste à dire, on ne voit pas, souvent l'argent reste dans la banque, l'argent reste inutilisé, parce que il y a moins de femmes qui ont accès à ces filières-là ou qui pensent qu'elles peuvent aller dans ces filières-là. Donc, la première, ça c'est un frein très important, déjà au niveau mental, pour que toutes les femmes puissent se dire, je peux aller dans la construction, je peux même aller dans l'aéronautique, je peux aller dans la finance, je peux aller dans la technologie, parce que pour des raisons, qu'on soit d'accord ou pas, en ce moment, c'est là où se trouvent les financements. Le deuxième frein, qui peut expliquer ce dont je viens de parler plus tôt, c'est l'accès à l'information. L'accès à l'information sur les différences de revenus entre tous les secteurs. Donc, le frein, c'est l'accès à l'information. Il faut encourager et il faut trouver des moyens pour que des femmes, qu'elles soient étudiantes ou qu'elles soient femmes mariées ou qu'elles soient salariées, aient accès, avant qu'elles ne se lancent dans une filière, avant qu'elles ne se lancent dans un secteur, aux informations sur la rentabilité du secteur dans lequel elles vont se lancer. Et souvent, ces informations soit sont difficiles accessibles, soit elles ne savent pas exactement par où commencer. Tout simplement, peut-être parce qu'il y a autour d'elle, personne ne peut lui donner des renseignements facilement. Donc, c'est ça aussi, c'est un gros frein. Donc, lorsqu'une femme décide de se lancer
dans l'entrepreneuriat, souvent, elle va reproduire des schémas qu'elle a déjà vus. Elle va regarder autour d'elle, se dire, la voisine ou telle autre personne fait telle chose, il semble que ce secteur soit porteur, donc je veux me lancer aussi. Donc, par mimétisme, la femme va faire ce qu'elle voit et ce qu'elle connaît et ce qui lui est le plus familier. Et quand on compare cela à l'entrepreneuriat masculin, les hommes ont des exemples qui sont un peu plus divers et un peu plus développés que les femmes. Donc, ils vont se lancer, ils ont plus une diversité de choix, on va dire, tout simplement parce que ce qu'on leur présente, ce qu'ils voient, est plus diversifié que ce qu'on présente aux femmes. Donc, chacun va rester dans la familiarité, dans sa familiarité, évidemment, mais dans ce qu'on va montrer aux hommes, on va leur montrer, les choix vont être plus divers. Les hommes ne vont pas se poser des questions, par exemple, quand ils vont ouvrir une métallurgie. Alors que je vois encore des articles qui louent quand une femme se lance dans la métallurgie ou quand une femme devient mécanicien, on en fait tous des articles et on se dit que c'est c'est extraordinaire. Mais ce qu'il faut encourager, c'est que plus de femmes lancent dans ce genre de métier, surtout si ces métiers-là et si ce type d'entreprise est porteur. Donc c'est ça, donc c'est diriger, être leader par l'exemple. C'est proposer de plus en plus, d'exemples, des exemples plus diversifiés d'entrepreneuriat aux femmes. Donc l'accès à l'information comparative sur les différences de revenus dans les différents secteurs est très important. Et puis, il y a une certaine formation ou une pratique professionnelle que ces femmes-là n'ont pas ou qu'elles estiment ne pas avoir, qui est un frein à l'entrepreneuriat. Alors, beaucoup de femmes vont se dire, je veux bien faire telle ou telle chose, mais je n'ai pas de formation ou je n'ai rien de formel qui me donne la légitimité, qui me dit que je peux rentrer dans tel ou tel secteur. On m'a souvent posé la question, comme je vous ai dit plus tôt, j'ai une maison d'édition, mais personnellement, je ne suis pas éditrice. Personnellement, je n'ai pas fait d'études pour devenir éditrice, mais c'est un travail mental que j'ai fait ces dernières années qui m'a permis de me dire, même si moi, je ne suis pas une spécialiste de l'édition, il y a bien un moyen pour moi d'y arriver dans l'édition. On va en parler après de ces moyens-là. Mais il faut que les femmes qui sont à la tête d'entreprise ou qui veulent être à la tête d'entreprise sachent qu'il y a des moyens de se former euh, pour pouvoir entrer dans tel ou tel secteur. Donc, la formation ne devrait pas être un frein. Et puis aussi, il faut parler de quelle formation. Euh, de quel type de formation a-t-on besoin pour être entrepreneur? La plupart d'entre nous, la plupart des entrepreneurs, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais je ne pense pas qu'ils aient tous un MBA ou ils aient tous fait pris des cours de business avant de se dire je peux me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, quel type de formation a-t-on besoin pour se lancer? Quand je vais me lancer, est-ce que directement je vais aux impôts me déclarer? Quand je vais me lancer, est-ce que je suis plutôt en entreprise individuelle? Est-ce que je suis plutôt en SARL? Est-ce que je suis plutôt en SAS? Toutes ces informations-là, les femmes ne les ont pas ou ne cherchent pas ou ne savent pas qu'elles en ont besoin parce qu'on ne sait pas toujours on ne sait pas ce qu'on ne sait pas en fait. Si on ne sait pas, on ne va même pas, on va même pas chercher l'information. Donc déjà, démocratiser l'information, démocratiser la formation. Je me dis, OK, je veux me lancer dans tel ou tel secteur. De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? De quelles compétences j'ai besoin d'acquérir? De qui j'ai besoin de m'entourer? Tout ça fait partie de la formation. Au niveau financement, par exemple, de quoi j'ai besoin dès le départ, de quoi j'aurais besoin à court, long et moyen terme. Tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Ce sont des choses qui s'apprennent, ça peut s'apprendre dans le temps. On n'est pas obligé d'avoir tout ce bagage-là, toutes ces connaissances-là en partant.
Très, très souvent, ce qu'on voit, mais ça, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est qu'on apprend sur le tas. On se cogne au mur 1, 2, 3, jusqu'à 10 fois avant de se dire: «Ah, peut-être il faudrait que je trouve une solution à acquérir telle ou telle compétence». Donc la formation est vraiment très importante. Pas forcément une formation académique, mais au moins une formation qui va permettre à l'entrepreneur au féminin d'acquérir tous les outils qui vont lui permettre d'aller beaucoup plus loin et de créer une entreprise pérenne. Un autre frein, dans celui-là on en a parlé déjà, c'est l'exposition des hommes à des secteurs des hommes dans les secteurs qui sont plus dominés par eux. Donc il y a plus de mentors, par exemple. Souvent, ce qu'on dit quand on est entrepreneur, c'est qu'il faut s'entourer de personnes qui ont fait ce qu'on veut faire. Malheureusement, dans beaucoup de cas, on a plus de mentors masculins que de mentors féminins, ou d'accompagnants masculins que d'accompagnants féminins, ce qui fait que la transmission au niveau des informations est un peu plus compliquée. Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif des raisons pour lesquelles c'est important de parler d'entrepreneuriat féminin et pourquoi est-ce que vous avez l'impression d'entendre parler beaucoup d'entrepreneuriat féminin ces, je dirais, 5-10 dernières années. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je passe à la partie solution. Attendre quelques secondes. Si vous avez des questions, je pense que soit vous pouvez les écrire sur la box de dialogue qui est sur la gauche, à la gauche de l'écran, ou alors vous pouvez vous connecter directement à l'audio, je pense, pour que tout le monde puisse entendre et puis pour qu'on puisse échanger. S'il n'y a pas de questions, je vais passer aux solutions. Maintenant qu'on a parlé des freins, j'ai commencé à mentionner les solutions, mais on va aller un peu plus loin. Alors, comme il n'y a pas de questions, je ne pense pas qu'il y en ait. Alors, on va parler ici de 4 leviers principaux sur lesquels l'entrepreneur qui vit en Afrique et qui travaille en Afrique peut s'appuyer pour faire évoluer son entreprise. Attends, l'accès au financement est-il plus facile aux femmes qu'aux hommes? Je dirais oui et non. Mais je garde cette question, si vous permettez, pour la fin, parce qu'à un moment donné, je vais parler de financement et où et comment avoir accès au financement. Pour donner une réponse basique, oui, je dirais oui et non. Oui, parce qu'a priori, la finance, non, non, a priori, c'est pas plus facile pour un homme que pour une femme, parce que la finance est neutre. La finance n'a pas de genre. Donc, a priori, qu'un homme se présente pour, par exemple, j'imagine, demander un prêt ou pour qu'une femme demande un prêt, le banquier ne devrait pas faire de différence et le banquier devrait donner à chaque entrepreneur ce que l'entrepreneur demande sur le mérite du dossier qui est présenté. Donc, a priori, l'accès au financement est le même pour les hommes comme les femmes. Par contre, ce qui est différent et pourquoi il y a moins de financement pour les femmes ou les femmes reçoivent moins de financement, c'est parce que contrairement aux hommes, elles vont moins vers les structures de financement. Elles vont moins demander ou moins se renseigner, ou l'information va être un peu plus difficile par elles, tout simplement parce que pour une raison ou pour une autre, elle va se dire que peut-être on ne va pas lui donner le financement qu'elle demande. Donc c'est question d'information, c'est question de formation, mais une fois que les femmes reçoivent ces financements, il y a des chiffres qui montrent que les femmes remboursent mieux leurs dettes aux banques, les dettes qu'elles empruntent aux investisseurs, elles remboursent mieux, plus régulièrement et plus vite. Par contre, oui, elles font moins la demande d'investissement financier. Donc, en quelques mots, j'espère que Salim, j'ai répondu à votre question. Alors, le premier levier que nous avons mentionné pour faire évoluer une entreprise ou sur lesquels on peut s'appuyer lorsqu'on travaille, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est tout d'abord la formation. Pourquoi est-ce que c'est important de se former et d'avoir les formations, d'avoir les connaissances nécessaires
pour l'évolution d'une entreprise. Je vais reprendre mon cas personnel. À un moment donné, quand on se lance, l'information dont on a besoin ou la formation dont on a besoin peut être minime parce que les choses peuvent sembler très claires. Mais au fur et à mesure que le temps va passer, au fur et à mesure qu'on va se plonger dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Et ce manque d'informations portait un grand préjudice à l'évolution d'une entreprise. Si par exemple un entrepreneur n'est pas formé, je dirais, à quel type de société déjà, beaucoup quand elle se lance ou quand il se lance, ce sont des secteurs informels. Donc, le secteur informel, les chiffres sont là lorsqu'on google le secteur informel, c'est dans beaucoup de nos pays, souvent 90% de l'entrepreneuriat. Donc, 90% des personnes, par exemple, ne sont pas déclarées pour des raisons X et Y et pour des raisons que je comprends et qui sont compréhensibles. Parce qu'une fois qu'on est déclaré, par exemple, on sait qu'il faut payer les impôts. Donc, ça, c'est très important. Lorsqu'on n'est pas formé, on se lance souvent automatiquement en étant dans les secteurs informels. Mais le problème du secteur informel, c'est que il empêche une certaine évolution de l'entreprise. Et on reste dans cette mentalité et dans ce que moi j'appelle souvent les petits business. Le fait qu'on ne sache pas, qu'on ne soit pas formé, ne permet pas à l'homme et surtout à la femme de faire grandir son entreprise de manière exponentielle. Lorsque on ne se forme pas et qu'on reste dans le secteur informel, par exemple, on ne peut pas exporter. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, c'est-à-dire il y a un nombre minimum de personnes qu'on peut embaucher parce que pour embaucher des personnes, il faut être déclaré. On ne peut pas embaucher des gens et puis payer au noir continuellement. À un moment donné, ces personnes, il faut qu'elles soient déclarées à la sécurité sociale, au système médical, etc., etc. Donc, le fait de ne pas être formé, de ne pas avoir de formation en tant qu'entrepreneur, dans ce sens-là déjà, est un grand obstacle au développement de l'entreprise et surtout au développement de l'entreprise des femmes. Donc, la formation est très importante. Où se diriger? Donc, quand on se forme, OK, je veux me lancer. Disons, moi, Arlette, je ne connais rien à la construction. Qu'est-ce que je fais? Oh, j'ai compris, j'ai regardé, j'ai vu les chiffres et j'ai vu que si je me lance dans la construction, ça peut être très rentable et les retours peuvent être rentables. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois d'abord trouver un moyen de créer mon entreprise de manière légale, du moins au bout de 6 mois. Quand je commence à avoir des rentrées, c'est impératif que je sache, est-ce que c'est mieux pour moi d'être une entreprise individuelle? Est-ce que c'est mieux pour moi d'avoir une SAS ou une SASU? Est-ce que c'est mieux pour moi d'avoir une SARL? Qu'est-ce que ça va me demander? Qu'est-ce que ça va me prendre en termes d'impôts, en termes de taxes, si je choisis un régime ou si je choisis un autre régime? Est-ce que au niveau de la structure de mon entreprise, je suis bien préparée? Moi, je ne m'y connais pas en construction. Moi, Arlette, pour tout simplement. Alors, de quoi j'ai besoin pour m'accompagner ou de qui j'ai besoin pour m'accompagner? J'ai besoin d'une personne qui va peut-être me servir non seulement de mentor, mais peut-être de quelqu'un qui va être mon associé, quelqu'un qui s'y connaît. Donc, moi, j'ai l'idée parce que et je sais que c'est rentable et j'ai plus ou moins la vision de comment on peut arriver. Mais comme ce n'est pas mon cœur de métier, ben, il va falloir que quelqu'un me forme, quelqu'un qui s'y connaisse, quelqu'un qui connaît le métier et qui me dise, OK, là, voici ce qui est possible de faire et voici ce qui va être plus compliqué, plus compliqué. Et selon les pays et selon le contexte, là, cette formation est plus ou moins facile. Et quand je parle de formation aussi, encore une fois, je disais, je ne parle pas de n'importe quelle formation, je parle d'une formation en entrepreneuriat plus spécifiquement. Parce que quand on se lance, on n'a pas 4 ans, on n'a pas 3 ans ou même 2 ans pour avoir un MBA. Souvent, on n'est pas préparé, tout ce qui est bien spécifique, et souvent, quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que ces connaissances académiques que nous avons apprises ne servent pas à grand-chose. Je vais vous donner un exemple que j'ai lu
il y a quelques semaines, quand je faisais de la recherche pour cette présentation, j'ai entendu parler ou j'ai lu au sujet d'une expérience qui a été faite au Togo, pour une formation dirigée pour les femmes entrepreneurs. Et cette formation-là était titrée La prise d'initiative, les comportements proactifs et la persévérance. Donc, le sujet de la formation, c'était la prise d'initiative, les comportements proactifs et la persévérance. Et c'était une formation dirigée destinée aux dirigeants des petites entreprises au Togo. Et les résultats de cette formation ont montré que les personnes, les apprenantes ou les étudiantes qui ont suivi cette formation-là ont augmenté leurs bénéfices de 40%. Alors que les personnes qui ont assisté à un cursus business plus classique, comme je parlais de MBA tout à l'heure, n'ont enregistré aucune augmentation significative à leurs bénéfices. Donc, c'est très important quand on est femme entrepreneur de chercher les formations adéquates, d'ouvrir un peu, de s'ouvrir aux possibilités, à ce qui se présente, de ne pas forcément suivre les formations classiques parce qu'elles ne sont pas toujours adaptées au contexte dans lequel on vit et au contexte africain, et d'avoir plutôt l'idée de faire une introspection personnelle à l'intérieur de soi et en se dire ce qui me manque en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qui me manque, de quoi est-ce que j'ai besoin pour que mon initiative puisse se développer. Bah, peut-être que j'ai besoin, comme l'intitulé de la formation le disait, d'un comportement un peu plus proactif et d'une certaine persévérance. Et apparemment, comme ça a été prouvé avec ce cours-là qui a été donné au Togo, c'est efficace et ça donne des résultats assez probants. Donc, tout ça pour vous dire que la formation est clé. Se lancer, je dirais, comme je dis souvent, se lancer au hasard quand on est entrepreneur, peut-être c'est bien il y a 20 ans, 30 ans peut-être, quand les générations qui nous ont précédés se lançaient et que le marché n'était pas saturé, les différents marchés n'étaient pas saturés à certains niveaux. Mais maintenant, notre génération à nous, il faut qu'elle hausse le niveau. Et pour hausser ce niveau-là, il faut euh, s'assurer qu'on touche bien, qu'on connaisse bien les points clés qui peuvent nous aider à nous démarquer et à sortir du lot. Donc, en tant qu'entrepreneur, investir dans sa formation, c'est très important. Le deuxième pilier de développement pour l'entrepreneur, la femme entrepreneur, c'est le réseautage. Encore une fois, on se lance et surtout quand on décide alors de se lancer dans un secteur qui est rentable ou qui paraît rentable, mais qu'on ne sait pas par où commencer, l'une des premières clés auxquelles on n'y pense pas souvent, mais qui est très, très, très important, c'est le réseautage. Chercher des partenaires, des personnes qui connaissent mieux le milieu, qui connaissent mieux le secteur dans lequel on veut se lancer, et les contacter, tisser des liens, tisser des contacts pour pouvoir apprendre mieux, pour pouvoir connaître mieux. Donc, et se créer un réseau professionnel qui est capable de porter son entreprise plus loin, c'est vraiment crucial. Alors, comment est-ce qu'on crée ce réseau-là? Comment est-ce qu'on crée ce réseau-là? Il y a d'abord la première réponse toute simple, et il ne faut pas hésiter à le faire. Dans toutes les grandes villes, malheureusement, selon les pays, les régions, les villes dans les régions et les plus petites villes sont plus ou moins bien servies. On parle souvent de chambres de commerce. Dans les grandes villes, il y a ce qu'on appelle les chambres de commerce. Quand on parle de réseautage, ce sont les premières étapes. Et souvent, dans les chambres de commerce, il y a des chambres de commerce dans lesquelles l'adhésion est gratuite ou pas, selon les chambres de commerce. Mais je pense que dans nos pays, il y a ce choix-là d'aller dans ces chambres de commerce. Et c'est dans les chambres de commerce que vous allez avoir des informations sur les secteurs qui sont porteurs, sur les possibilités de financement, sur les personnes qui sont expertes dans le secteur dans lequel vous voulez vous lancer. C'est souvent dans les chambres de commerce aussi que vous pouvez trouver des personnes clés qui vont pouvoir vous accompagner, des personnes comme des mentors, des personnes qui sont formateurs ou formatrices, etc. Je pense, quand on parle de réseautage, je pense que l'exemple du cluster qui nous réunit ici déjà tous est un exemple, c'est l'exemple le plus probant, l'un des exemples les plus probants de réseautage.
ça illustre parfaitement mon propos. Une autre option de réseautage aussi, tout ce qui est incubateur ou qui est accélérateur. Parce que ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat peut être un chemin très, très, très solitaire. Quand on est entrepreneur, surtout quand on est pionnier dans ce qu'on fait, beaucoup d'entre eux sont pionniers dans ce qu'ils font, que ce soit parce que le secteur dans lequel ils sont n'est pas commun dans les pays, ou alors pionnier parce que nous sommes, c'est le premier du genre, par exemple, c'est la première femme à faire telle ou telle chose, ce qui est souvent souligné. On peut se sentir très seul parce qu'on n'a pas d'autres exemples, on n'a pas beaucoup de femmes autour de nous, par exemple, qui font la même chose que nous, donc on ne sait pas vers qui se diriger quand on a un peu un coup de mou, quand on a des questions, quand on a beaucoup de questionnements, quand on a des doutes, on ne sait pas vers qui se tourner parce que personne autour de nous n'a cette expérience-là. Donc, c'est très important dans ce sens-là d'avoir un réseau qui va pouvoir vous soutenir psychologiquement, mentalement, peut-être financièrement, structurellement. Donc, dans tous les cas, le réseautage, c'est vraiment une clé très importante quand on est une femme et quand on est entrepreneur et quand on est entrepreneur en Afrique. Donc, quand on est dans un incubateur comme dans une chambre de commerce, souvent la plupart des incubateurs, on n'a pas besoin de payer des frais d'adhésion pour être des membres, mais souvent ce sont les cours, par exemple, parce que dans ces incubateurs souvent proposent des formations. C'est dans ces incubateurs qu'on va rencontrer d'autres entrepreneurs. C'est dans ces incubateurs qu'on va rencontrer d'autres personnes qui ont beaucoup de belles idées qui peuvent nous développer, qui peuvent nous aider à développer les nôtres. C'est dans ces entrepreneurs qu'on va peut-être pouvoir trouver du financement et c'est dans des incubateurs qu'on va pouvoir apprendre à être chef d'entreprise, pas seulement entrepreneur. Il y a une différence entre entrepreneur et chef d'entreprise. Donc, c'est souvent dans les incubateurs qu'on va pouvoir acquérir ces skills, ces compétences et ces capacités, qu'elles soient hard skills ou soft skills, que les soft skills qu'on oublie, qu'il ne faut pas oublier. Je vois des questions. Quels sont les projets qui sont rentables de nos jours? Touti qui demande. Je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il faudrait aller regarder les chiffres et tout dépendrait de l'endroit où vous trouvez, peut-être du pays. Tous les secteurs ne sont pas porteurs au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, donc je ne peux pas vous donner une réponse je dirais, toute claire. Il faudrait que je sache dans quel pays vous êtes et que peut-être je fasse des recherches à ce sujet-là. Tout ce que je sais, par exemple, comme je disais plus tôt, c'est qu'il y a une demande très forte de femmes, pour les femmes, dans tout ce qui est finance, dans tout ce qui est fintech, dans tout ce qui est numérique, alors là, beaucoup, dans tout ce qui est digital, dans tout ce qui est en agriculture, mais agrotech, dans tout ce qui est, il faudrait que je retrouve mes notes pour répondre plus précisément à cette question-là. Pouvez-vous nous donner quelques qualités qui sont indispensables pour un bon entrepreneur? La patience. La patience parce que je pense pas qu'il faille se fier à ce qu'on voit de nos jours. Il y a beaucoup de coachs, surtout quand on est très sur les réseaux sociaux, on a tendance à beaucoup tomber dans la comparaison. On a tendance, à voir ce que les autres semblent faire, pas qu'ils font, mais ce que les autres semblent faire et cela peut être un un gros frein à notre évolution parce qu'à un moment donné, on peut se dire qu'on est en retard. Alors que dans la réalité, lorsqu'on est vraiment entrepreneur et lorsqu'on est vraiment porté et poussé par notre entreprise, on se rend compte que, surtout dans notre contexte, le contexte africain, il faut avoir beaucoup de patience pour arriver à une certaine pérennité de l'entreprise. Donc, je dirais que la patience envers soi-même, parce que quand on commence, on ne sait pas tout.
et on est souvent très exigeant envers soi-même. La patience envers les autres, ceux qui sont autour de nous, ceux qui travaillent autour de nous. La patience ne signifie pas qu'on n'est pas très structuré. La patience ne signifie pas qu'on n'est pas, qu'on est un peu, voilà, qu'on n'est pas sérieux. La patience signifie surtout que on est là pour le long terme et qu'on veut se ménager. Quand on est patient, c'est plus pour se ménager parce qu'on sait que la route peut être longue et la route sera longue. Être entrepreneur, c'est être constant et consistant. Donc, on n'est pas un entrepreneur aujourd'hui et puis demain on s'arrête parce que telle chose n'a pas marché. On est entrepreneur parce que on a testé une chose, on a vu que la voie dans laquelle on se lançait, n'était pas forcément, la voie idéale pour arriver à nos objectifs. On s'est arrêté pour réfléchir et on a pris un autre chemin pour arriver à un autre objectif. Ça peut se faire en 1 an, comme en 5 ans, comme en 10 ans. Et si on ne prend pas la peine de se ménager lorsqu'on est entrepreneur, hem et si on ne prend pas la peine d'être patient avec soi ou avec les autres, on risque de se fatiguer, très, très tôt. Une autre, qualité qui peut être indispensable pour un entrepreneur, c'est, d'être très clair dans ses objectifs. De savoir ce à quoi on veut arriver à court, long, moyen terme. Il y a une chose que je vais entre parenthèses, que je vais conseiller aux entrepreneurs qui sont ici avec nous, hem, que je n'ai pas vu faire souvent, mais que j'encourage à faire, c'est d'avoir des revues, mensuelles et trimestrielles des objectifs, de se poser des objectifs mensuels, des objectifs, trimestriels et des objectifs annuels. C'est très, très, très important avant de se lancer, de savoir ce à quoi on veut arriver à la fin du mois, ce à quoi on veut arriver dans 3 mois, ce à quoi on veut arriver dans 6 mois et ce à quoi on veut arriver à la fin de l'année. Que ce soit des objectifs financiers, que ce soit des objectifs structurels. Pour mon entreprise, par exemple, je sais que, pour vous donner par exemple la maison d'édition, je sais que la maison d'édition, rien que ce trimestre, donc celui qui a commencé le dernier trimestre de l'année, celui qui a commencé en septembre et qui se termine en décembre, je vais me focaliser sur la communication, par exemple. On peut se dire que pendant 3 mois, on ne fait que communiquer. Et de quoi on a besoin pour communiquer? Peut-être qu'on a besoin d'une assistante en communication, peut-être qu'on a besoin de se lancer sur les réseaux sociaux, et cetera. Mais en tant que chef d'entreprise, comme je sais que, la communication est importante et comme je sais que je dois me lancer, je décide de dédier ces 3 mois, entre autres, à la communication de mon entreprise. Donc ça fait partie de cette planification, trimestrielle que je conseille à tout le monde de faire. C'est très, très important de planifier vos actions et vos activités de manière régulière pour pouvoir, à la fin de l'année, se dire: «Ah, j'avais décidé de faire telle ou telle chose, j'avais décidé d'arriver à tel ou tel point, à la fin de l'année 2022, à la fin de l'année 2023 et avec toutes ces actions, ces petites actions que j'ai prises, au fur et à mesure du temps, chaque mois et chaque trimestre, j'y suis arrivée». Parce que ce qu'il y a, quand je parlais de patience tout à l'heure, c'est que des fois, la tâche est tellement immense qu'on est découragé dès le départ. Quand on se dit: «Mon Dieu, je vais devoir faire tout ça pour pouvoir arriver à tel résultat financier ou à telle rentabilité», surtout quand on est auto-entrepreneur et qu'on est tout seul, on se dit on peut se décourager. Donc ce qui est bien, c'est de faire une planification annuelle, de se dire: «Je veux arriver à tel, tel et quelles sont les étapes qui vont m'aider à y arriver et ces étapes-là, je vais les découper en petites, en items faisables à mon niveau pour pouvoir arriver à ce résultat ou à cet objectif-là. Donc j'espère Drissa que j'ai répondu. J'ai pas je peux pas dérouler toute une liste de qualités, sinon on va y rester. Alors Miranda demande quels sont Miranda au Sénégal, Miranda, il y a beaucoup de bailleurs de fonds et beaucoup de je parle de finances, je réponds un peu en vrac comme ça. Beaucoup d'aides, beaucoup d'assistantes, beaucoup d'incubateurs au Sénégal, parce que je travaille souvent avec le Sénégal. Et je sais que si vous vous dirigez vers un incubateur, vous allez pouvoir avoir des réponses à cette question sur la rentabilité. Je sais qu'il y a beaucoup de projets en ce moment qui sont, si vous allez, par exemple, Miranda, à la DER, la DER, je ne sais pas si vous connaissez la DER au Sénégal, ils vont pouvoir vous indiquer, euh, vous donner les projets, vous leur demandez quels sont les projets qui sont les plus rentables. Je suis sûre qu'à la DER, ils vont pouvoir vous aider à répondre à cette question-là.
Ça tombe bien, je connais un tout petit peu l'écosystème entrepreneurial au Sénégal. Hem, Devrons-nous croire à cette phrase qu'on ne devient pas entrepreneur, mais on est entrepreneur? Ah! Ça, c'est philosophique. Je vais revenir après dessus. Je vais revenir, Cynthia, dessus. On va essayer de rester dans les réponses pratiques, mais je tiens à répondre à cette question et je pense que je vais répondre à cette question comme conclusion. Pour être un bon entrepreneur, voilà, leadership innovant, communication efficace, très bonne communication et négociateur. Merci pour la réponse, Seydou Traoré. Donc, je pense que là, j'ai mentionné déjà 2 piliers très importants, lorsqu'on est femme entrepreneur en Afrique. J'ai mentionné la formation et j'ai mentionné, le réseautage. Le 3e pilier, c'est la communication. Comment communiquer? Pour qui communiquer? Et comment en faire un levier puissant de développement? Je dis, souvent que les générations qui sont venus après la mienne, donc qui sont venus dans les années 2000, ont la tâche un peu plus facile, en communication parce qu'ils ont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qu'on pense être gratuits, qui ne sont pas si gratuits que ça, mais qui permettent d'avoir un accès, beaucoup plus important, à notre clientèle, à la clientèle qu'on vise. Pourquoi est-ce que la communication est importante? La communication est importante et là, on va rentrer vraiment dans le pratico-pratique quand on est entrepreneur. Déjà parce qu'une entreprise qui n'est pas rentable, pour moi, n'est pas une entreprise. Une entreprise qui ne rapporte pas de l'argent, je dirais, on va être sympa, hein, dans la selon les secteurs ou dans les 2 premières années, pour moi, on ne peut pas dire que c'est une entreprise. C'est peut-être une ONG ou un truc comme ça, mais ce n'est pas une entreprise. Et l'une des clés de développement et de rentabilité de l'entreprise, c'est la communication. Parce que quand vous communiquez, ça veut dire aller vers qui? Aller vers ceux qui sont vos clients potentiels. Vos clients peuvent être des individus, des individuels, et vos clients peuvent être d'autres entreprises ou le gouvernement. Bref, selon les différents clients que vous allez avoir, il faut savoir comment les aborder, comment vous allez leur parler, ce que vous allez leur proposer, de quelle manière vous allez leur proposer vos produits ou vos services. Vous n'allez pas vous adresser de la même manière à un individu, à une personne, que vous allez vous adresser à une entreprise, que vous allez vous adresser à une organisation gouvernementale ou non gouvernementale. Donc, c'est très important lorsqu'on est déjà lancé d'avoir une stratégie de communication. Je pense on en a parlé un tout petit peu la semaine dernière pour ceux qui étaient là lorsqu'on a eu l'atelier ou le webinaire sur les réseaux sociaux, l'importance des réseaux sociaux. Lorsqu'on est entrepreneur, on a passé 2 heures à ne parler que de communication. Et la clé dans tout ça, c'est que sans stratégie de communication bien claire, votre entreprise peut ou va piétiner. À un certain moment, vous allez avoir besoin d'avoir une stratégie, une méthode ou une méthodologie pour attirer vos clients, pour que les clients viennent vous de présentation de vos services et de vos produits. Parce que sinon, le risque, sans communication, comme je disais, c'est le risque de rester dans tout ce qui est petit business. Si vous ne voulez que faire du business dans votre quartier où tout le monde vous connaît, où tout le monde sait que vous vendez des bananes, que vous vendez des arachides, etc., c'est parfait. Vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir une grosse stratégie de communication. Vous pouvez vous contenter du bouche à oreille. Tout le monde dans le quartier sait que c'est chez vous qu'on achète les meilleures bananes ou c'est chez vous qu'on achète les meilleurs les arachides ou je ne sais quoi. Ou c'est vous qui avez votre petit magasin. Si ce n'est que ça, et c'est possible, on peut décider de rester vraiment à petite échelle dans sa communauté, c'est aussi une ambition louable. Mais si on veut avoir une entreprise un peu plus grande et un peu plus développée, à ce moment-là, il va falloir penser stratégie de communication. Qu'est-ce qui est inclus dans la stratégie de communication? Dans la stratégie de communication, vous allez devoir déterminer qui est votre cible, qui vous visez. On ne peut pas vendre à tout le monde. Souvent, c'est ce que les gens pensent, mais moi, en tant que communicatrice, je sais que c'est pratiquement pas possible. Parce que déjà, même lorsqu'on est en dehors de la communication, lorsqu'on parle pas d'entrepreneuriat, je veux dire, lorsqu'on communique avec les gens, vous savez très bien, on ne fait jamais, tout le monde n'est pas d'accord avec vous, rien qu'en termes de communication générale. Vous ne pouvez pas être d'accord avec tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Et on a toujours qui vont considérer que votre produit n'est pas bien, votre produit ne lui correspond pas, etc., etc. Donc, la stratégie de communication va vous permettre
dire de manière bien claire, d'exprimer de manière bien claire qui vous visez dans votre communauté, même si c'est tout petit. Par exemple, la dame qui va vendre, ses arachides, au bord de l'école, sa cible, elle est bien claire. Ce sont les enfants qui vont dans cette école-là, qui vont plus lui acheter, même si de temps en temps, elle a des passants qui lui achètent ses arachides ou ses bananes. Elle sait qu'il y a ces enfants, ces étudiants, ces écoliers qui sortent de cette école. Elle sait que il y a peut-être 1 500 étudiants dans cette école qui vont passer devant elle tous les jours et elle sait les chances qu'elle a, elle sait ce qu'elle va gagner avec les 1 500 écoliers qui vont lui acheter ses bananes et ses arachides tous les jours. Ça, c'est une stratégie. Et cette stratégie peut ou pas être reproduite à une échelle un peu plus grande. Mais cette femme qui fait ça, j'allais dire à l'insu de son plein gré, elle a une stratégie de communication, c'est sa stratégie de vente à elle. Alors vous, en tant que femme entrepreneur, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, il faut pas passer au-dessus, il faut pas passer à travers, parce que pour pouvoir vendre vos services et vos produits, il faut dire aux gens ce que vous faites, il faut partager ce que vous faites. Donc dans la stratégie, il y aura le public cible. Dans la stratégie, il y aura la manière d'attirer et la manière de vendre à ce public cible. Est-ce que vous allez utiliser les réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que vous allez avoir des RP, comment on dit, des relations presse? Est-ce que vous allez vous tourner vers la presse plutôt classique, hein, c'est-à-dire, est-ce que vous allez envoyer des communiqués de presse? Est-ce que vous allez voir des journalistes, etc. Est-ce que vous allez, par exemple, faire des événements? Souvent, on n'y pense pas, mais que ce soit à petite ou à grande échelle, souvent les événements réunissent autour de nous, réunissent autour de nos entreprises la communauté que l'on veut attirer. Donc, je reprends encore une fois mon exemple de banane et d'arachide. On voit ça souvent plus dans nos pays. En fait, ou je prends un exemple, je ne sais pas si vous connaissez, s'il y a des Ivoiriens parmi nous. Je veux vendre de la banane plantain, par exemple, ou des alocos. C'est de la banane frite, des plantains frits. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, créer, pour pouvoir vendre mes plantains, un festival autour du plantain, autour de la banane plantain. Et ce festival, il va attirer qui? Ben, il va attirer mes clients, les gens comme moi, je sais, qui habitent dans tel quartier, qui habitent dans telle ville, qui habitent dans tel pays et qui sont fans de banane plantain. Donc, dans votre stratégie de communication, vous pouvez aussi écrire les événements que vous allez ou vous pouvez créer à petite échelle, à grande échelle. Ça peut être un événement en ligne pour pouvoir attirer votre clientèle cible. Donc, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser la presse, vous pouvez créer des événements, vous pouvez faire des webinaires. Bref, il y a toute une série, je crois, il y a au moins 20 outils de communication que vous pouvez utiliser pour attirer votre audience et pour attirer votre cible. Par contre, ce qu'il y a, c'est que pour le faire, il faut s'asseoir et il faut créer la stratégie. Si votre stratégie, par exemple, c'est de toucher les jeunes, ça ne servirait peut-être à rien d'aller dans la presse écrite, la presse papier. Selon votre contexte ou selon votre pays, peut-être que vous allez vous dire que les jeunes ne vont pas souvent lire la presse. Ils sont plutôt sur Facebook, ils sont plutôt sur autre chose, d'autres plateformes. Vous allez plutôt aller vers les plateformes qui correspondent à vos cibles et à vos audiences. Si vous êtes par exemple dans une région plus reculée, vous avez des services pour des régions plus reculées, vous pouvez par exemple décider d'utiliser la radio, de se dire peut-être je vais me présenter, je vais prendre 15 minutes, comment dire, un espace de 15 minutes ou de 20 minutes dans telle radio régionale. Là, je sais que mon public cible, qui est peut-être âgé de, je ne sais pas, 30 à 50 ans, 55 ans, qui écoute beaucoup la radio, à ce moment-là, je vais communiquer à travers ça. Donc, c'est très important. C'est pas parce que je suis experte en communication que je le dis, mais c'est vraiment très important la communication lorsqu'on est entrepreneur. C'est un levier qui peut vous permettre en tant que femme entrepreneur de vraiment sortir du lot. Le dernier levier est le plus important, comme on dit souvent, c'est la clé de tout, parce qu'on parle de communication, on a parlé de communication, on a parlé de réseautage, on a parlé de formation. Et tout ça a besoin de financement. Parce qu'une fois que vous avez la formation, une fois que vous avez l'information, une fois que vous avez commencé à vous créer un réseau, une fois que vous avez commencé à connaître du monde, une fois que vous avez commencé à faire certaines activités de communication,
vous allez vite vous, heurter à un mur qui est: «Comment est-ce que je finance toutes mes activités?» Comment est-ce que je finance de manière pérenne? Surtout quand on se lance dans de grandes, comme on dit, quand on quitte le monde du petit business pour évoluer un peu plus loin, pour avoir une entreprise ou une petite entreprise un peu plus structurée. À ce moment-là, on se dit: «Sur les fonds propres, ce n'est plus possible. Je ne peux plus aller demander à ma famille, d'investir. Je ne peux plus aller demander à mes amis de me prêter de l'argent. Même si moi, je suis salarié, à un moment donné, pour que mon entreprise arrive, peut-être que je vais devoir quitter mon travail de salarié. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais trouver les financements pour mon entreprise? Alors, comme je disais plus tôt, où trouver les financements? La question, c'est où trouver les financements? Quels types de financements sont disponibles? Avec quels critères? Et quels sont les challenges, les défis majeurs pour une femme et comment y faire face? Hem, Ce qu'il faut constater, je vais peut-être encore donner des chiffres si je les ai, c'est que je les ai donnés un peu plus tôt, je pense. Malgré le fait que beaucoup de femmes sont entrepreneurs en Afrique, 58 des forces vives féminines en Afrique, donc plus de la moitié, sont entrepreneurs. Par contre, seulement 37 de ces femmes, selon le FMI, possèdent un compte bancaire contre 48 d'hommes. Donc déjà, quand on parle de financement, si on n'a pas de compte bancaire, c'est déjà un frein. Et pour avoir un compte bancaire, non seulement en tant que femme, donc non seulement en tant que personne, mais en tant qu'entreprise, il faut être déclaré. Donc là, déjà, au niveau du financement, le fait d'être déclaré légalement ouvre beaucoup plus de portes que lorsqu'on n'est pas déclaré. Je regarde en même temps les questions. Apporter une innovation à son produit ou à son service est aussi très important. Sidi, vous avez raison. Hem, Là, on parle avant d'innover, il faut commencer. Donc, je m'adressais aussi aux personnes qui commencent. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on évolue, il faut innover. Mais pour, innover, il y a aussi ces informations dont on a besoin. Il faut avoir une certaine équipe, des personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous dire où ce serait intéressant de faire telle ou telle innovation. Et il faut surtout les financements pour pouvoir soutenir ces innovations-là. Donc, c'est effectivement très important lorsqu'on veut shifter, lorsqu'on veut passer du petit business à une entreprise, petite entreprise, même une très petite entreprise, mais néanmoins très structurée dans la manière de fonctionner. Aminata, en parlant de formation, hein, on peut suivre des formations de community management, c'est vrai. Euh, Nous sommes à l'ère de l'information. L'information est disponible sur plusieurs canaux d'information et de formation. Donc, souvent, on a très peu d'excuses pour dire qu'on n'est pas formé ou on n'est pas informé pour faire sa communication digitale dans un premier temps. C'est vrai. C'est vrai. Donc, oui, donc je parlais des financements. Alors, quel type de financement? Donc, pour moi, l'expérience que j'ai en tant qu'entrepreneur, c'est que pour pouvoir accéder à un financement qui va au-delà de ce que votre famille, de ce que vos amis, de tout ce que vous pouvez apporter vous-même à un niveau personnel, il faut forcément être dans la formalité. Avec, heureusement ou malheureusement, tout ce que ça apporte comme responsabilité. Mais si on n'est pas dans la formalité, on ne va pas avoir accès à ces offres bancaires, par exemple, qui vont nous être proposées. Donc ça, c'est la première chose à faire, encourager. Et il y a beaucoup, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans différents pays à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on encourage les femmes, par exemple, lorsqu'elles ouvrent un compte en banque, on leur donne en même temps une formation au niveau financier sur comment tenir leur compte. Donc ça, c'est des initiatives très intéressantes et très importantes pour aider les femmes à vraiment se lancer et leur donner tous les outils possibles pour le succès de leurs entreprises. Donc, où trouver les financements? Il y a différents types de financements. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un crowdfunding. Il y a plusieurs plateformes de financement de groupe. Le crowdfunding, c'est-à-dire c'est le groupe qui va financer votre initiative. Donc, il y a des plateformes qui sont faites pour ça, qui ont de l'expérience pour ça. Donc, par exemple, vous allez décrire votre entreprise, vous allez décrire vos objectifs financiers surtout. Et c'est sur cette plateforme-là, vous allez faire appel à des communautés, à des grandes communautés en ligne. Moi, j'aime bien le crowdfunding parce que vous aurez accès non seulement à votre communauté dans votre pays,
ou dans votre région, mais aussi à une certaine communauté dans le monde qui peut être intéressée par ce que vous faites et par vos objectifs et participer selon ce que chacun peut à vos objectifs financiers pour que vous puissiez avancer. Donc, il y a le crowdfunding. Il y a aussi peut-être, dans certains cas, lorsque surtout on parle d'agriculture, parce que je travaille aussi pas mal avec, des femmes qui sont dans l'agriculture, il y a ce qu'ils appellent, je ne sais plus comment on dit ça en français, vous allez m'excuser, grants. Ce ne sont pas des prêts, ce sont comme des dons qui sont effectués, par, des organisations non gouvernementales ou des organisations gouvernementales qui encouragent l'agriculture dans certains pays. Les critères sont souvent un peu compliqués ou complexes, mais il y a aussi cette possibilité-là d'avoir de certains bailleurs de fonds, des fonds pour pouvoir se lancer ou pour pouvoir développer une activité d'agriculture, par exemple. Il peut y avoir tout simplement des prêts bancaires. La banque peut décider avec, le dossier que vous allez présenter, si vous avez un dossier bien solide, si vous êtes dans la formalité, si vous avez vos comptes qui sont bien écrits, bien inscrits, bien suivis, si vous avez été peut-être audité 1 à 2 fois, dans ces cas-là, la banque peut vous dire: «OK, vous avez, ça comme actif, nous sommes d'accord, nous allons vous donner un prêt». Dans certains pays, même en ce moment, je vois, il y a beaucoup de, comme je disais plus tôt, de programmes, par les banques, d'initiatives par les banques pour encourager et pour justement prêter de l'argent à ces femmes qui désirent évoluer ou faire évoluer leurs entreprises. Donc déjà au niveau financement, si vous vous renseignez, lorsqu'on se renseigne, on peut voir qu'il y a plusieurs options qui peuvent être disponibles. Donc ça, ce sont par exemple les types de financement. Donc j'ai parlé du crowdfunding, j'ai parlé du prêt bancaire, j'ai parlé d'un troisième qui m'échappe pour l'instant. Et les critères varient selon l'étape à laquelle vous êtes, en tant qu'entrepreneur. Les critères ne seront pas les mêmes pour une personne qui est en train de se lancer, c'est-à-dire ça fait peut-être moins d'1 an qu'elle est dans son activité, qu'une personne qui est dans cette activité depuis plus de 5 ans et dont l'activité est rentable et dont, les résultats sont prouvés. Donc, les critères ne seront pas les mêmes, à ce niveau-là. Les défis majeurs, pour le financement, lorsqu'on est, une banque ou lorsqu'on est, une institution financière, le premier défi, c'est: «Est-ce que la personne va me rembourser? Est-ce que, l'entrepreneur va me rembourser?» Et ça, c'est aussi bien pour les hommes, que pour les femmes. Donc, il faut que le chef d'entreprise, ait suffisamment de connaissances ou quelqu'un dans son équipe qui ait suffisamment de connaissances pour pouvoir prouver à la banque, que l'entreprise est rentable, que l'entreprise, est solvable. Donc là encore, on parle de formation et d'information. Donc c'est des choses qui reviennent, souvent. Donc lorsqu'on a la formation et lorsqu'on a l'information, quand je dis avoir la formation, je ne dis pas forcément le chef d'entreprise. Être chef d'entreprise, c'est, différent d'être entrepreneur dans le sens où le chef d'entreprise n'est pas obligé d'avoir les connaissances dans le secteur dans lequel il travaille. Le chef d'entrepreneur est un gestionnaire. Le chef d'entrepreneur, c'est lui qui donne la stratégie, c'est lui qui donne les objectifs, mais c'est pas forcément lui qui va faire le travail au quotidien et c'est pas lui, il est pas forcément, spécialisé dans telle ou telle chose. Donc le chef d'entreprise, on n'est pas obligé de s'y connaître énormément en finance. Par contre, on se doit d'embaucher quelqu'un dont c'est le métier, un comptable ou comment ça s'appelle? Un CFO, quelqu'un qui va s'occuper des finances de l'entreprise, qui va pouvoir répondre de manière très claire et très précise lorsque la banque va appeler et va demander: «Est-ce que votre entreprise est solvable?» Donc ça, c'est l'une des manières, de faire face à ce défi, à ce challenge, pour le financement. Et encore une fois, je le dis, la clé, c'est la formation et l'information. Et la formation et l'information, on l'a lorsqu'on commence à réseauter, lorsqu'on commence à aller vers des incubateurs, à aller vers des chambres de commerce, vers ces personnes-là qui sont déjà passées par là et qui peuvent nous appuyer et qui peuvent nous soutenir. Donc, pour récapituler, les 4 clés, les 4 leviers qu'une femme entrepreneur en Afrique peut utiliser pour faire évoluer son entreprise ou pour créer son entreprise, c'est la formation/information. Formation
la formation donne l'information, c'est le réseautage, c'est la communication et ce sont les financements. Voilà, donc c'est la fin, de ma présentation. Hem, Elle a pris 1 heure, donc je suis dans les temps. Je vais maintenant laisser, l'opportunité à tout le monde, de poser des questions ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez me demander de répéter. Merci Aminata de ta présence. Moi, je n'ai rien à ajouter. Si vous avez besoin de plus d'informations, je pense que vous pouvez me contacter à travers, le cluster. Je suis également sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment et voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui veut que pensez-vous de l'entrepreneuriat en couple? Là, c'est autre chose. Là, je peux pas répondre non plus. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que j'allais conclure avec, la réponse. Tout-il l'entrepreneuriat en couple? Je déconseillerais. Il y a des gens pour qui ça fonctionne, il y a des gens pour qui ça peut très bien fonctionner, mais de manière générale, je déconseillerais pour, 2 raisons principales. Pour la première raison, elle est toute simple, c'est que, enfin, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant parce que je ne suis pas par contre spécialiste du couple. Je ne suis pas spécialiste du couple. Donc là, je ne fais que partager une opinion qui n'est basée que sur ma petite expérience, à moi. L'entrepreneuriat en couple, tout simplement parce que quand on est en couple, je pense qu'il faut, avoir, c'est vrai qu'on peut être fusionnel, mais qu'il faut avoir par exemple, activités séparées. Merci Drissa, des activités séparées. Donc lorsqu'on est en couple, qu'on a des enfants en commun, qu'on a des projets en commun, des fois on a peut-être envie de faire autre chose que son partenaire. Et donc lorsqu'on se retrouve à parler boulot et en même temps, je pense que des fois, c'est pas adapté à tout le monde. Ça peut être, un peu lourd, quoi. La deuxième chose, c'est peut-être éventuellement au niveau légal. Comme dans tout autre partenariat, moi je dirais peut-être l'entrepreneuriat en couple comme l'entrepreneuriat en amitié. Le jour où vous avez, des soucis avec votre copine ou votre copain, avec votre partenaire, si vous êtes mis, avec votre ami en business, la séparation va être plus compliquée que si vous n'aviez rien en commun. Donc, c'est pour cette raison-là que moi, de manière personnelle, mon opinion, qui vaut ce qu'elle vaut, je ne conseillerais pas l'entrepreneuriat en couple. Mais pour certaines personnes, ça peut fonctionner. Donc, il y avait une question plus tôt, c'est vrai que j'ai promis de répondre en conclusion. On ne devient pas entrepreneur, mais on est entrepreneur. Je pense que la plupart d'entre nous sont des entrepreneurs dans l'âme. Mais ça, c'est ma vision personnelle de l'entrepreneuriat. Ma vision de l'entrepreneuriat, c'est que on ne crée pas une entreprise seulement pour des raisons là, je vais au-delà de ma présentation, hein, pour des raisons de rentabilité. Pour moi, quand je crée une entreprise, c'est parce que je veux changer une certaine perspective, une certaine perception du monde. Je veux montrer au monde la manière dont je le vois. Je compare souvent le processus entrepreneurial à un processus artistique. Moi, je suis un peu bizarre à ce niveau-là. Pour moi, l'entrepreneur, c'est un artiste. Quand vous regardez, par exemple, le processus créatif d'un peintre, un peintre, il va se lever un beau jour, il va dire, tiens, j'ai envie de peindre telle chose, j'ai envie de peindre, par exemple, une assiette. Il va peindre l'assiette, il va réfléchir, il va se dire, peut-être je dois mettre un peu plus de jaune, peut-être je dois mettre un peu plus de rouge, etc. Donc, il va travailler dessus jusqu'à parvenir à une image qui lui plaît. Et c'est cette image-là qu'il va présenter au monde sur son tableau. Je pense que l'entrepreneur
dans ce sens-là un peu pareil à un artiste, parce qu'il va un jour se dire, tiens, ce serait très bien que je crée telle chose. Et souvent, quand on crée quelque chose, c'est un message qu'on essaye d'envoyer au monde. Donc, on va créer une entreprise souvent parce que quelque chose nous a manqué, parce qu'on a besoin de quelque chose. Quand je prends mon exemple personnel, euh, on crée parce qu'on trouve qu'il y a un manque dans dans le, un manque dans notre monde, dans notre environnement, dans notre milieu qu'on veut combler. Donc, c'est dans ce sens-là que pour moi, l'entrepreneuriat est comme est un art. Quand quand je prends par exemple un exemple personnel, je pense à la maison d'édition, encore une fois. Cette maison d'édition, elle est digitale. Elle n'est que disponible par application. Donc, euh, ce ne sont pas des livres papier que j'édite. La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que le fait d'avoir une application rend la lecture plus accessible à différentes personnes. Donc, c'est-à-dire que c'est moins cher, ça va être moins cher et ça va être distribué à plus de monde. Donc, quand je crée ma maison d'édition, c'est une image du monde que j'ai envie de présenter, tout comme un peintre, tout comme un écrivain, par exemple. C'est un message que j'envoie au monde. Donc, dans ce sens-là, je pense que tout le monde a la capacité d'être entrepreneur. Donc, on a tous cette capacité en nous, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc, moi, j'ai la capacité d'être peintre parce que je vais peindre de manière basique, etc. Mais quand je vais être à côté d'autres peintres dont c'est vraiment la vocation, bah, je vais bien me rendre compte que je ne suis pas faite forcément pour être peintre. Donc, c'est une capacité qui est en nous, je pense, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, je pense que nous allons conclure avec l'accord du cluster et de Mariam qui est là, je pense. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'on peut mettre fin à la séance. Et merci beaucoup pour cette brillante présentation. Je l'ai suivie avec beaucoup d'intérêt. Et on espère vous avoir sur d'autres thèmes très prochainement. Merci infiniment. Merci beaucoup et au revoir. Merci Seydou. Audio Jungle.